Salut à tous, c'est Benoît. Si tu suis la série sur les diagrammes UML, tu sais qu'on a déjà vu ensemble comment modéliser un système avec le diagramme de cas d'utilisation. Je te remets la petite vignette de la vidéo en question, de laquelle on va tirer ce nouvel exemple. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans le concret. On va voir le diagramme de séquence, un outil essentiel pour comprendre comment les choses se passent à l'intérieur du système. Le diagramme de séquence, c'est un diagramme dynamique, là où le cas d'utilisation montre qui fait quoi. Le diagramme de séquence montre comment tout se déroule dans le temps. Il sert à visualiser les échanges entre les différents acteurs et composants d'un système, sous la forme d'un scénario chronologique. En gros, il raconte l'histoire d'une interaction. Un utilisateur fait une action, cette action déclenche des appels internes et le système renvoie une réponse. En gros, un diagramme de séquence va raconter un des cas d'utilisation de notre précédent diagramme. Alors, le diagramme de séquence est très utilisé pendant la phase de conception d'un projet. Il permet à l'équipe de développement de visualiser la logique métier avant même d'écrire une ligne de code. Par exemple, si tu travailles sur un site de réservation, tu peux créer un diagramme de séquence pour illustrer ce qui se passe quand un utilisateur réserve une salle. En gros, on va dire, l'utilisateur envoie une demande, le contrôleur traite la requête, le service vérifie les disponibilités et la base de données renvoie la confirmation. Ça aide tout le monde à voir le chemin complet de l'information à travers le système. Ce diagramme est utile à plusieurs acteurs d'un projet. Le chef de projet ou l'analyste fonctionnel s'en sert pour valider les scénarios avec le client. Le concepteur ou l'architecte logiciel l'utilise pour structurer les interactions entre les couches, contrôleurs, services, modèles, etc. Et bien sûr, le développeur s'y réfère pour comprendre ce que le code doit faire étape par étape. En résumé, le diagramme de séquence, c'est un pont entre la conception et le développement. Il rend les échanges visibles, logiques et surtout compréhensibles pour tout le monde. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va repartir de notre diagramme de cas d'utilisation précédent, celui où on gérait la validation d'un planning. On va le transformer ensemble en diagramme de séquence UML complet. Allez, c'est parti. Alors, dans ce diagramme de séquence, la première chose que nous allons faire, c'est commencer par identifier et donc modéliser nos différentes couches, nos différents acteurs ou objets, comme on peut les appeler. Donc dans un diagramme de séquence, on va d'abord mettre en place, en général, le début d'une interaction, c'est l'interaction d'un utilisateur. Donc pour ça, je vais mettre en place ce qu'on appelle une ligne de vie. Donc là, c'est une ligne de pointillé verticale. Et au sommet de cette ligne, je vais trouver la petite symbolisation d'un acteur. Ensuite, je vais modéliser les différentes strates qu'on va identifier dans notre diagramme de séquence. Donc là, pour le coup, moi je vais mettre donc des objets là qu'on va renommer. Donc moi je vais choisir de mettre alors tout d'abord un contrôleur. Je vais le nommer planning controller, puisque je vous rappelle que là, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est la modélisation, donc le diagramme de séquence du cas d'utilisation, valider le planning. Donc, j'ai une couche, hop, planning controller, je vais dupliquer, je fais des copier-coller, tout simplement pour aller plus vite. Je vais avoir une couche service qui va s'appeler planning service. Hop là. Une autre couche qui va être mon modèle que je vais appeler planning modèle. Et enfin, ma base de données que je vais appeler DB et je vais l'appeler tout simplement BDD. Alors là, vous voyez, pour respecter la schématique UML, en fait, je vais préfixer chaque couche avec contrôleur, SRV pour service, modèle, etc. Il y a une petite nomenclature qu'on peut respecter. Alors, c'est optionnel, mais en tout cas, ça permet d'être toujours un petit peu, carré si on fait toujours un petit peu les mêmes choses. Donc l'idée ici, maintenant, c'est d'expliquer les interactions entre les différentes couches. Donc une interaction, là, dans le cas de valider un planning, c'est l'utilisateur, donc le manager, qui va souhaiter valider un planning. Donc c'est lui qui va faire la première interaction. Donc pour modéliser cette interaction, on va tirer une ligne de
l'utilisateur vers la couche de contrôleur, puisque c'est le contrôleur qui va réceptionner tout d'abord cette interaction. Donc là, évidemment, la flèche qui va de l'un vers l'autre, c'est assez logique de la trouver comme ceci. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une barre d'activité. Donc là, hop, moi je vais placer cette barre ici et je vais faire en sorte de faire pointer, si j'y arrive, voilà, ma flèche sur cette barre. En fait, quand on fait un diagramme de séquence, on va illustrer justement nos séquences par des barres d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez que quand on va avoir terminé notre diagramme, on aura toujours une flèche qui va revenir sur une barre d'activité. Ça va indiquer, entre guillemets, la séquence de vie de notre action au sein de cette couche. Donc là, je vais juste modéliser un petit peu mieux ma flèche parce que là, c'est vraiment pas joli. Là, l'outil que j'utilise, pas forcément hyper facile pour ça. Hop, voilà, là, c'est plus simple. Donc là, j'ai mis la première interaction. Pour être plus clair, eh ben, on va tout simplement mettre un texte. Ici, je vais dire « clique sur le bouton de validation du planning ». Alors, on va réduire ça, histoire d'être propre. Hop, voilà. Mais là, je ne laisse aucune ambiguïté sur ce que symbolise ma flèche. Alors, là, j'ai fait une flèche d'action. Une flèche d'action, donc qui va normalement de gauche vers la droite, hein, va toujours être symbolisée par une flèche, comme vous pouvez le voir ici, pleine. Vous verrez que sur les retours, on va faire des flèches pointillées. C'est la symbolique. Hein. Une demande d'action, c'est une flèche pleine. Une demande, enfin, un retour, une réponse, c'est une flèche pointillée. Ici, la tête de flèche, comme vous pouvez le voir ici, est pleine également. Il y a deux types de demandes. Il y a des demandes synchrones, donc flèche pleine, et les demandes asynchrones, avec des têtes de flèches qui sont vides. Là, dans notre cas, de l'asynchrone, on en aura un petit peu plus tard, donc je le mettrai à ce moment-là. Donc, on a cliqué sur le bouton, c'est la couche de contrôleur qui prend le relais. Qu'est-ce que va faire ce contrôleur? Eh bien, il va aller interroger un service. Donc, pour modéliser l'interaction sur le service, de la même manière, je vais mettre une barre d'activité. Alors, hop, on va essayer de le faire correctement, sans bug. J'y arrive pas. Voilà. Alors, attendez, hop. Il me le passe vraiment au mauvais endroit. On va se mettre là. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Voilà. Et donc, ma barre d'activité, je tire un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc, c'est le contrôleur qui va venir interroger le service. Donc, pour ça, voilà, je tire une flèche. Alors, volontairement, hein, je remonte un petit peu les flèches, mais vous verrez que dans un diagramme de séquence, en fait, on a toujours un peu cette logique d'escalier, tout simplement pour avoir quelque chose de chronologique et logique. Donc, qu'est-ce que va faire Planning Controller vers Planning Service? Eh bien, Planning Controller va sûrement déclencher une fonction dans Planning Service. Eh bien, moi ici, je vais dire qu'il lance Control Planning. L'idée à travers ça, c'est d'indiquer quelle fonction ou quelle méthode de l'objet Planning Service est appelée par le Planning Controller. Une fois que le service est appelé, il va évidemment interagir avec le modèle puisqu'il va avoir besoin d'interagir avec la base de données. Donc là, de la même manière, hein, notre planning service va interroger le modèle. Donc toujours pareil, je vais d'abord placer une barre d'activation sur mon modèle. Je vais maintenant tirer une barre entre les deux. Je mets un petit peu en forme. Voilà. Qu'est-ce que va déclencher ici cet appel? Là, moi, ici, je vais demander donc le service. Si tout s'est bien passé, il va demander la validation au modèle. Donc ici, hop, il va appeler par exemple la fonction valide planning qui se trouve dans l'objet planning modèle. Une fois que ça c'est fait, le modèle va donc lancer une requête à la BDD, alors via un ORM ou peut-être que c'est une requête custom. En tout cas, nous ici, on a besoin de préciser quel type de requête on va faire. Donc là, je vais encore une fois
placer une barre d'activation au niveau de ma base de données. Je vais étirer un petit peu celle-ci. Et je vais donc faire un trait entre ces deux barres d'activité. Voilà. Et je vais venir ici, moi, préciser quelle requête, alors SQL dans mon cas, je vais faire. Donc là, je vais lui dire update planning, set valide égale 1, where planning ID égale point d'interrogation, puisque c'est la variable qui sera dynamique dans notre requête. Et donc ça, hop, j'essaye de le faire le plus lisible possible. Alors là, je réduis la police pour réussir à faire rentrer toutes les informations. En tout cas, ici, on comprend déjà que quand l'utilisateur clique sur un bouton, on voit bien que l'information passe à travers diverses strates, pour l'instant, pour aller jusqu'à la base de données. On n'en est que à la base de données pour l'instant. Maintenant, on va faire la réponse. Donc là, comme je vous l'ai dit, les réponses, elles se font donc dans l'autre sens, bien évidemment. Donc on va essayer de faire correctement. Alors là, l'outil que j'utilise n'est pas forcément super simple pour tirer les traits. Il y a d'autres outils. Là, moi, je fais ça sur diagramme.net. Bien évidemment, il y a d'autres outils pour faire ça. Décidément. Je peux y aller. On recommence. Okay. Voilà. Et donc alors, qu'est-ce qui se passe quand une base de données vous répond que voilà, vous avez toujours une confirmation, hein. Après, à vous de savoir si dans votre code vous la captez ou pas, mais en tout cas, vous aurez ou une erreur ou une validation. Donc en cas de validation, moi ici, je vais dire hop, confirmation de l'update. Je positionne ça sur ma ligne, histoire d'être clair que c'est le scénario en cas d'une confirmation. Que se passe-t-il ensuite une fois que donc l'information d'update est remontée au modèle? Évidemment, le modèle va redispatcher l'information vers le service. Donc là, toujours de la même manière, on va tirer une flèche de cette barre d'activation à celle-ci. Et vous commencez donc maintenant à comprendre l'idée de ces barres. Pour comprendre, en fait, vous voyez que le service est toujours actif tant que le modèle ne lui a pas répondu. En tout cas, là, c'est le scénario tel qu'on le fait. De la même manière, vous allez voir que le contrôleur, je vais tout de suite le tirer un petit peu plus loin, est toujours actif tant que le service ne lui a pas répondu. En fait, c'est à ça que sert une barre d'activité, à montrer l'existence, la vie de l'objet, tant qu'il n'a pas eu de réponse éventuellement. Donc là, le modèle a répondu au service. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ici, par exemple, moi je vais dire, il a déclenché la fonction success et avec un code HTTP 204 qui correspond donc à un update. Vous voyez, ce schéma va permettre par exemple à mes développeurs de comprendre vraiment techniquement ce que je souhaite avoir derrière. Une fois que le service a eu la réponse, lui-même va également transmettre la réponse au contrôleur. Donc hop, je recommence. Voilà. Ici, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du contrôleur? Ici, je lui dis, hop, je vais lui mettre un texte, HTTP, status 204. Donc, il transmet la réponse. Alors, ici, c'est pareil, hein, mais en fait, c'est la réponse au déclenchement de contrôle planning, donc c'est son retour. Comme je vous le disais tout à l'heure,
il me manque encore la réponse jusqu'à l'utilisateur. Parce que là, le contrôleur a pris en charge. Mais là, il me manque, hop, la dernière réponse ici, vous voyez. Voilà. Je vais mettre ma flèche comme il faut. Et je vais mettre une fonction, par exemple, afficher confirmation. Voilà. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on va voir si vous l'avez retenu, les flèches de demande sont des flèches pleines, et les flèches de réponse sont normalement des flèches pointillées. Moi, je n'ai pas encore changé le type de flèche, il faut que je le fasse maintenant. Voilà, toutes mes flèches de réponse doivent être des flèches pointillées. Parce que ce sont des flèches de réponse. Donc c'est la symbolique UML qui l'impose. Voilà. Après, à savoir si c'est synchrone ou asynchrone, je vous le rappelle, les têtes de flèches pleines sont synchrones, les têtes de flèches vides sont asynchrones. Moi, ici, par exemple, la réponse qui provient du contrôleur, en imaginant que je suis sur peut-être un front en React qui appelle une API, ici, je serai sur une réponse asynchrone. Donc là, au niveau de ma tête de flèche ici, je vais mettre une tête de flèche vide. De la même manière, si mon front est en React et que j'appelle une API, forcément la demande elle-même est également asynchrone. Donc je vais mettre une flèche à tête vide ici. Par contre, au niveau contrôleur, service et modèle, si tout ça est une application monobloc, bien entendu, tout ça est synchrone, donc je laisse des têtes de flèche pleines. Voilà, là, vous voyez, on a fait un diagramme de séquence assez simple qui fait l'appel et la réponse à travers toutes les strates. Bien entendu, on peut aller plus loin avec d'autres petites choses parce que imaginez que je veuille exprimer aussi les « et si ». Vous voyez, là, quand mon utilisateur clique pour valider son planning, imaginez que toutes les validations ne sont pas bonnes et donc le système refuse de valider le planning. Ben ça, à travers le diagramme de séquence, je vais pouvoir l'expliquer. Je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Je vais tirer un cadre. Donc ici, moi je vais le mettre là, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, on va tirer ça et on va faire un petit peu de mise en forme un peu plus propre parce que là, sinon on va avoir du mal à comprendre. Hop, et là. Voilà. On va descendre ça également. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est d'exprimer ce qu'on appelle un scénario alternatif. Là, je vous ai fait le scénario de quand tout se passe bien. Je vais ici préciser que je fais un scénario alternatif. Vous voyez, ici dans l'UML, on va préciser que c'est du alt. Mais pour préciser que c'est du alt, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais agrandir mon cadre. Tout ça, c'est le scénario où ça se passe bien. Ok, mais dans le scénario où ça se passerait pas bien, je vais donc rajouter... Alors, je triche un peu avec mon outil de dessin. Je tire une flèche pour avoir une ligne pointillée, en fait. Voilà. Alors, ici, on va enlever le mot. Et on ne va pas mettre de flèche. On va rien mettre. Hein. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir un bloc alternatif avec si tout se passe bien, si ça se passe pas bien. Donc là, je vais préciser, je vais rajouter un petit texte. Et je vais dire sinon. Vous voyez, on va le mettre là. Pour faire comprendre que ça, c'est le scénario normal, ça, c'est le scénario où ça se passe pas bien. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, mon utilisateur clique, la demande part au contrôleur. La demande arrive au service. Là, le service, dans notre premier cas, valide le planning. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, je vais l'exprimer en agrandissant la barre d'activité et en disant... Alors, je vais agrandir également celle-là. Hein. Hop. Et je vais dire ici, donc vous voyez, ici, on a une requête statut 204. Je vais tirer une autre flèche de là. Alors, je vais zoomer parce qu'à chaque fois, sinon, la flèche ne se fait pas bien. Voilà.
on va la faire ici. Et donc, si la validation de planning ne s'est pas correctement passée, bah, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va avoir un retour, cette fois-ci pas en 204, mais en 403, puisque le service refuse de valider, puisque certaines règles métiers n'ont pas été validées. Donc là, hop, on adapte un petit peu nos schémas. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, alors on fait de nouveau une flèche, hop, vers l'utilisateur. On va se mettre comme ça. Et on va, par exemple, déclencher affichage erreur pour que l'utilisateur sache pourquoi il n'a pas pu valider son planning. Alors là, hein, petite erreur de ma part, en tout cas c'est juste parce que je ne l'ai pas encore fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des flèches de réponse, donc elles doivent être en pointillé. Voilà. Donc là, ce qu'on comprend, l'utilisateur clique sur le bouton, le contrôleur réceptionne toujours la demande, ça, il n'y a pas de problème. Il va lancer un appel contrôle planning au service. Le service, lui, va faire des vérifications. Si ça se passe bien, il répondra OK, le planning a été validé, donc statut 204, ou alors non, je refuse de le valider, 403. Dans chacun de ces scénarios, on déclenche une fonction différente pour l'affichage. Maintenant, on va voir un autre petit principe du diagramme de séquence UML, c'est ce qu'on appelle les boucles. Parce que là, pour valider notre planning, évidemment, une validation de planning, il va y avoir plusieurs éléments qui vont être importants. Donc moi ici, valide planning, pour exprimer qu'elle va vérifier par exemple les congés, qu'elle va vérifier les maladies ou éventuellement les conflits de planning, je vais indiquer que cette fonction, cette méthode de l'objet service va faire une boucle de vérification. Donc pour faire ça, alors on va mettre un petit peu à jour. Hop, voilà, on va faire un petit peu de place. Je vais essayer en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle. Alors une boucle, comment ça s'exprime? Eh bien, comme un scénario d'alternative, on va mettre pareil, une frame. Sauf qu'ici, on va dire que c'est une boucle. Et ici, on va, par exemple, en profiter pour préciser ce que va faire cette boucle. Alors, je vais mettre un peu en forme parce que là, on ne voit vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, là je suis dans une boucle qui va donc indiquer que valid planning va faire plusieurs traitements afin de dire s'il va valider ou non le planning. Voilà. Ici j'ai fait hop cette boucle. Alors ici je ne l'avais pas vu mais j'ai cassé ma petite flèche. Voilà, je vais la refaire correctement. On est bien. Ce qu'on peut faire également, là on commence à avoir un diagramme de séquence qui est un peu, qui est même très complet. On pourrait très bien imaginer que derrière valid planning, il y a tout un tas de traitements. Ça pourrait devenir compliqué de commencer à expliquer tout à l'intérieur de ce même diagramme. Donc ce que je peux faire ici, c'est, alors on va agrandir encore un petit peu le cadre, histoire de pouvoir écrire quelque chose à l'intérieur. Je vais essayer. Voilà. Et donc en fait, ici, moi ce que je vais faire, je vais mettre ref. À quoi sert de mettre ref? Je pourrais avoir ref sans loop. D'ailleurs, je vais finir de le mettre comme ça pour vous expliquer. Quand on parle de ref, en fait, ça veut dire qu'on fait référence à un autre diagramme dans lequel on va expliquer encore plus en détail la partie qui est concernée par ce cadre, entre guillemets. Donc, à un cadre ref, ça veut dire qu'on a un autre diagramme, d'accord? Là, dans cette vidéo, je ne vais pas aller le faire, mais en tout cas, pour vous montrer qu'on peut faire référence à d'autres diagrammes. Voilà.
Là, on commence à avoir de quelque chose de très complet. On va juste terminer en mettant ce qu'on appelle les croix de fin de vie. Parce que là, vous voyez, on a donc sur chaque ligne de vie, on a nos barres d'activation. Seulement, est-ce que dans notre processus, ces objets ont une fin de vie? Alors, un utilisateur, est-ce qu'il a une fin de vie? Alors non, un utilisateur, il est là, on ne le supprime pas quand il fait le processus. C'est lui qui attend le résultat, mais en tout cas, il reste là. Mais d'autres petites choses, comme par exemple le planning service, une fois que le contrôleur a obtenu sa réponse et envoyé la réponse à l'utilisateur, bah, le service, lui, il s'éteint. Ça dépend des langages que vous utilisez, mais il y en a qui carrément détruisent les objets. Donc en fait, ici, si je viens mettre une croix, ça vient symboliser que justement, après ce traitement, voilà, l'objet, ici par exemple planning service, doit être détruit. Donc là, moi, je vais le faire ici pour le service, le modèle, également le contrôleur, mais je ne le fais pas pour l'utilisateur et la base de données, parce que la base de données, elle ne s'éteint pas, elle n'est pas détruite, et l'utilisateur non plus. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là-dessus. On a symbolisé tout ce dont on avait besoin pour exprimer, en tout cas, déjà notre cas d'utilisation. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, bien évidemment. Là, moi, j'ai choisi de modéliser les strates d'un MVC avec un service. Je pourrais carrément exprimer chaque strate avec des noms de fichiers bien précis. On peut aller très très loin. En tout cas, ici, c'est une ébauche, c'est une première... voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on attend d'un diagramme de séquence. Voilà. Bah écoutez, si vous êtes content de cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous ferai très bientôt d'autres vidéos pour vous aider dans la compréhension de la conception pour le CDA. Et puis bah, je vous dis à très vite.